Aujourd'hui, gros sujet, géographie et culture. Cette conférence sera également faite à tous nos amis TOC à Phnom Penh très bientôt. Une date vous sera communiquée. Il va y avoir pas mal de cartes ici. Donc je vous invite quand même à regarder la vidéo pour pouvoir bénéficier de cet apport visuel et cartographique. La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer de concentrer tout ça. Pourquoi les Romains ont construit le mur d'Adrien? Pourquoi les Chinois ont construit la Grande Muraille de Chine? Et pourquoi les États-Unis construisent la Grande Barrière du Mexique? Et surtout, quel est le point commun? Est-ce que vous remarquez le point commun de tous ces murs? Eh bien, ces murs sont des axes est-ouest. Ils coupent le nord du sud. Alors, ça rejoint la théorie du géographe biologiste américain Jared Diamond, avec son très bon livre que je conseille, de l'inégalité parmi les sociétés, hypothèse des axes continentaux. Alors, là, je vous mettrai également la carte de son hypothèse. Son hypothèse, c'est que tout simplement, les continentaux orientés est-ouest, comme l'Eurasie, ont favorisé le partage des connaissances, des technologies et des organismes domestiques entre les régions de même latitude et de même climat. Ce qui a permis aux sociétés eurasiennes de dominer le monde. Donc effectivement, je vais vous mettre la carte des climats. Le climat sur la Terre, les climats sur la Terre se répartissent de manière est-ouest. C'est-à-dire que le climat en France est à peu près le même qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, jusqu'en Russie, ou en passant par l'Ukraine, jusqu'au nord de la Chine. Alors bien évidemment, ça va varier, il fera un peu plus froid, moins froid, mais par exemple, le blé va pousser dans toute cette région, à cette latitude, si vous préférez. Alors c'est très intéressant, et donc ça c'est typiquement de la géographie. Vous avez remarqué que dans nos murs, le mur d'Adrien, la muraille de Chine, c'est pour empêcher les barbares du Nord d'envahir la civilisation au Sud. Par contre, le mur, la barrière du Mexique, c'est pour empêcher les nouveaux barbares, c'est-à-dire les migrants économiques, de remonter vers le Nord. Et c'est ce qui se passe en ce moment au Maghreb, notamment au Maroc, mais en Tunisie aussi, avec des arrivées d'Africains subsahariens en masse. Hein. Et le Maghreb, je pense, va bientôt construire un mur pour y remédier. Nous verrons bien cela. En tout cas, lorsqu'une nation construit un mur est-ouest, c'est pour se protéger d'une invasion barbare ou climatique. Mais il existe également des murs nord-sud. Alors par définition, un mur nord-sud, ça va empêcher à son voisin de venir chez vous. Notre voisin proche, hein, vous vous souvenez de l'axe est-ouest. Alors il y a un cas, c'est le cas d'Israël qui a construit un mur nord-sud pour enclaver Gaza, c'est-à-dire pour que leurs cousins sémites musulmans ne viennent pas les embêter chez eux, déposer des bombes éventuellement, etc. Alors ça c'est un cas intéressant parce que ça c'est vraiment un mur pour se séparer de son cousin, de son frère. Et c'est exactement ce qui va se passer sans doute en Ukraine. Et nous verrons très probablement la construction d'un mur qui séparera l'Ukraine occidentale de l'Ukraine orientale. Alors ces murs nord-sud sont vraiment des murs de séparation de proches. Hein, c'est pas du tout comme un mur nord-sud qui va séparer une civilisation, puisque la culture
la culture se propage de manière horizontale sur le même type de climat, etc., etc. Alors bien évidemment, l'Europe s'arrête au Mont Oural, hein, mais ça c'est une frontière naturelle. D'ailleurs, l'Europe a des frontières naturelles assez bien définies. Je vous montrerai la carte un peu plus tard. Donc, pour résumer, l'inégalité et la répartition des richesses existent et elle est probablement, comme Jared Diamond l'explique bien, liée à un axe est-ouest et nord-sud qu'on peut expliquer par l'orientation des axes continentaux, donc le climat, la géographie, s'il y a de l'eau, des terres agricoles riches, etc., la disponibilité de plantes et d'animaux qu'on a domestiqués avec la création de l'élevage, qui est toujours à cette même latitude. La définition d'innovation et de germe. Alors Jared Diamond, il est très politiquement correct, hein, donc il s'arrête à germe. Mais bon, moi je vais jusqu'au gène, bien évidemment. Bien sûr qu'il y a forcément d'est en ouest des mariages, des relations, etc., etc. Et c'est bien pour ça qu'on va passer du type caucasien tout au long de cet axe au type asiatique d'une manière douce, hein, en passant par du métissage, bien évidemment. Bon, ensuite, la taille et la diversité des populations. Oui, les pays riches ont des populations plus importantes et normalement une taille plus importante, avec le cas des empires comme la Russie, qui est un des derniers grands empires sur Terre, regroupant de nombreux peuples et religions au sein de l'Empire russe. Mais qui est aussi est-ouest, hein, vous avez remarqué. Il est horizontal. Alors, je terminerai un peu cette introduction avec le cas du Doggerland, qui fut une géographie très particulière de l'Europe durant l'âge glaciaire, où de l'Angleterre à la Scandinavie, en fait, il y avait une terre riche, qu'on appelle le Doggerland. Maintenant, de point de vue archéologique, on le sait, et relativement plate, avec beaucoup de fleuves, et qui s'est transformée d'une forêt dense avec le réchauffement à une savane, ou on va dire une pseudo-savane très riche. Et puis à la remontée, à la fonte des glaces, à la fin de la période glaciaire, la montée des eaux, donc ça c'est la mythologie bien évidemment du déluge, a mis fin, excusez-moi pour le bruit, a mis fin à ce pays, à cette région, à cette géographie, et ça a créé la civilisation des mégalithes, qui est une civilisation extraordinaire, nous le savons. Alors maintenant, je rentre dans la partie historique. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la géographie, mais voilà, bon, a priori, Érastotène, un grec ancien de à peu près 300 à 200 avant Jésus-Christ, a inventé le mot géographie. C'était lui-même d'ailleurs un géographe. Il a fait une carte que je vous mettrai ici. Une des premières cartes précises du monde à son époque, avec un système de carroyage, hein, pas encore des longitudes, latitudes bien évidemment, mais bon là, ça y pensait. Alors la géographie, c'est bien évidemment l'étude de l'homme. Aujourd'hui, la géographie a pris un sens un peu plus large, c'est l'étude de l'homme dans son milieu, et des impacts du milieu sur l'homme et les impacts de l'homme sur son milieu, hein, les deux vice-versa. Et ça nous amène bien évidemment à la géopolitique. Alors la géopolitique, c'est la science qui étudie les effets de la géographie humaine et physique, hein, sur la politique et les relations internationales, lien entre le pouvoir politique, la géographie, les cultures, comprendre et prévoir le comportement des États-nations en fonction de la façon dont la géographie contraint et affecte nos besoins et nos désirs, projection du pouvoir, idéologie culturelle et ainsi de suite. Et nous avons globalement deux grandes écoles de géopolitique qui impactent le monde d'aujourd'hui, hein, et la guerre en Ukraine en est le résultat direct. Nous avons l'école anglo-saxonne, comme d'habitude, et on va dire l'école continentale européenne, allemande, mais aussi il y avait aussi des Français. Alors l'école anglo-saxonne, c'est comme le dirait Charles Gave, c'est l'école des hommes des... C'est donc un Britannique qui s'appelle Mackinder, qui a eu le concept de la terre intérieure. Je vous mettrai aussi la carte ici,
comme d'habitude. Et ensuite, vous avez aussi un Américain qui a repris les travaux de ce dernier, Monsieur Spikeman, et qui a fait une nouvelle carte. Alors ces cartes, elles sont intéressantes parce que pour eux, il y a, si vous voulez, le monde de l'intérieur, en quelque sorte, les hommes des arbres. Et ensuite, vous avez toute la circonférence, c'est-à-dire les côtes. Et ça, c'est les cultures des hommes des bateaux. Alors, les hommes des arbres, on va dire, sont plus continentaux, moins explorateurs. C'est des sociétés plus hiérarchiques. Et les hommes des bateaux, ce sont par contrainte des hommes de la mer, de l'exploration, avec des sociétés moins hiérarchiques et plus transversales, donc plus démocratiques, on va dire. Ça, c'est un peu le concept d'espace épais. Je vous le rappelle, que vous pouvez l'acheter chez le site que je vous mettrai en descriptif. Là, le concept des deux types de cultures, de sociétés que j'ai définies, c'est-à-dire la culture hiérarchique horizontale et la culture hiérarchique verticale. Ensuite, vous avez donc l'école allemande, donc les hommes des arbres. Et là, il faut quand même parler de Carl Schmitt tout de même, parce que je pense que quand M. Charles Gaff parle des hommes des arbres et des bateaux, il s'inspire directement de Carl Schmitt et de son livre Terre et mer qu'il a écrit en 1942. Je vais vous lire un petit passage. La Terre est faite de territoires et de pays. Les territoires sont distincts des autres, séparés par des frontières. L'autorité proprement politique est celle qui s'exerce sur un territoire. La mer, au contraire, ignore les limites et les frontières naturelles, les montagnes, les fleuves et les forêts. Il n'existe pas de pays océanique. Bon, il y a l'océan, évidemment, mais de pays en tant que tel et structuré et grand. La mer ne connaît que des vagues et des tempêtes, des flux et des reflux. Elle est le modèle de l'activité commerciale, alors que l'existence politique a un caractère purement tellurique. Vous voyez, voilà, ça définit l'homme des arbres et l'homme des bateaux. Alors, dans la géopolitique allemande, vous avez plusieurs personnages, mais il y en a un en particulier qui est Monsieur Karl Haushofer, dont je parle également dans l'Espace épais ou dans Doggerland, parce que c'est l'inventeur, le conceptualisateur de l'espace vital. Donc c'était un général, professeur de géographe, homme politique. Sa femme était juive, lui peut-être aussi. Alors il a surfé durant les années de guerre et du NSDAP. Il a été protégé par Rudolf Hess, qui était son élève. Donc il a eu cette idée d'espace vital, Lebensraum en allemand, et du grand espace, du Großraum, qui est le développement de l'Allemagne sur les territoires slaves. Donc vous connaissez l'histoire. Et lui, comme Carl Schmitt, ce sont des hommes de la terre. Donc pour lui, la frontière a un lien organique, voire la nation a un lien génétique à l'Allemagne. C'est l'Allemagne, donc voilà, qui est un peuple assez homogène, il faut le rappeler. À la différence de la France est riche parce que c'était à la fois une partie d'un peuple des bateaux et une partie d'un peuple de la mer. Et les pays comme ça, la Chine aussi d'ailleurs, même si aujourd'hui elle est plus un peuple de la terre, mais c'est aussi le cas. Bon, frontières organiques ou fluides, c'est-à-dire elles peuvent s'étendre. Les idées de Karl Haushofer ont vraiment impacté son temps. Et ça a influencé un personnage très intéressant qui s'appelle un russe blanc, qui a fui les bolcheviks, qui s'appelle Ivan Lénine. Et Ivan Lénine a été très inspiré par Haushofer et il a écrit un livre qui s'appelle les fondations du combat pour une Russie nationale. Et ce livre-là est un des livres de chevet de Monsieur Poutine. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la Russie va défendre son territoire jusqu'au dernier. Parce que c'est vital. Alors moi, je me suis inspiré un peu de Haushofer pour mon concept d'espace de paix, dans lequel je rajoute des concepts culturels, religieux, etc., sociologiques, pas que géographiques, bien évidemment. Voilà pour Haushofer. Alors maintenant, nous allons faire la transition vers la philosophie. Donc on a bien compris cette notion d'espace, cette notion de peuple des bateaux et peuple des arbres, des peuples marins et terriens. Alors, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, l'école anglo-saxonne, c'est les peuples des bateaux. C'est-à-dire, même si aux États-Unis, bien évidemment, vous avez des territoires comme le Texas qui sont des peuples des arbres,
Et d'ailleurs, les Texans, par exemple, sont très indépendants vis-à-vis. Mais ceux qui dominent en Angleterre et aux États-Unis sont une caste de marins, on va dire, de peuples de bateaux, de commerçants. Et pour eux, leur espace de paix, c'est leur richesse, c'est leur entre-soi. Mais pour les autres, on peut tout détruire s'il le faut afin de protéger leur propre profit. Aucun problème là-dessus. Ils n'ont pas réellement, ils ont pas réellement de nation. Hein, ils surfent sur les vagues. Voilà. Alors, donc vous avez compris, point de vue philosophique, c'est très profond parce que vous avez d'un côté les peuples des bateaux et les peuples des arbres. Donc vous avez d'un côté des protestants qui sont des peuples des bateaux. Je rappelle que les protestants sont des peuples de fait qui cherchent la terre promise, donc qui sont partis explorer le monde pour trouver la nouvelle terre promise, parce que c'est le nouveau peuple élu, je le redis. Donc les États-Unis, mais aussi l'Afrique du Sud. Voilà. Et la dernière guerre importante a eu lieu aux États-Unis, c'était la guerre civile américaine, qui est là pour moi la fin des guerres de religion. Et qui a gagné? Eh bien, c'est les peuples des bateaux qui ont gagné. Donc les protestants ont gagné et ont créé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde de moins en moins nationaliste, de plus en plus apatride, wokiste, progressiste, etc., avec des impacts majeurs sur les peuples. Et vous voyez en ce moment même la révolte des BRICS, c'est-à-dire des pays qui sont des pays des arbres et qui ne veulent pas de cette société des bateaux. Hein. Comme l'a bien dit et écrit et expliqué Carl Schmitt dans son livre Terre et mer. La géographie a donc un impact sur nos espaces, bien évidemment, mais elle a aussi un impact, si vous voulez, directement sur notre culture, nos espaces vitaux, hein, notre espace de paix. Ce que moi j'ai défini également dans les 3 E, dans Espace et Paix, dans mon livre Espace et Paix, c'est-à-dire les 3 E, c'est ces 3 espaces qui doivent, pour atteindre l'espace des paix, ces 3 espaces doivent se joindre. Donc vous avez l'énergie, bien évidemment, qui est assez primordiale, mais vous avez aussi l'espace en tant que tel, l'espace physique, c'est-à-dire le terrain, la nation, et pas juste surfer dans les vagues. Et ensuite, vous avez l'éducation qui est primordiale et qui manque gravement aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux. En tout cas, ça se dégrade. Alors maintenant, nous allons faire 3 étapes qui vont aller de... L'étape A, c'est de la géographie à la richesse, parce qu'il y a un lien, nous l'avons vu, on va le revoir. De la richesse à l'intelligence, au QI, et du QI à la génétique, c'est-à-dire aller aux ethnies. Alors, toujours rien de raciste et de méchant dans ce que je vais dire. J'essaye de faire un peu de sciences humaines, sans wokisme, et d'être franc avec vous. Alors, maintenant, le point A, géographie et richesse. Bon, bah écoutez, on l'a vu. Les pays riches sont les pays à la même latitude un peu au nord. C'est l'axe est-ouest. Climat tempéré, culture, et c'est aussi une notion du temps progressive, hein, du temps en progrès, une évolution linéaire. C'est pas des peuples cycliques, c'est des peuples qui avancent et qui veulent toujours progresser, s'améliorer. Alors je dis pas que c'est bien ou mal, hein, je constate. Hein. Face à des mondes plus traditionnels et plus cycliques qui sont les mondes plus au sud. Donc, je vous mets une carte des ethnies ici, vous verrez, c'est assez bien réparti, hein, vous comprenez, et ça rejoint la notion géographique de Jared Diamond, des axes en développement axial, est-ouest et nord-sud. Alors maintenant, richesse et intelligence, parce que forcément, il y a un lien, il faut une intelligence, un certain niveau de QI, pour pouvoir évoluer et créer cette richesse. Alors là, vous avez l'étude de Lynn et Van Hanen, QI et richesse des nations, c'est un livre qui est paru en 2002. Alors le QI national varie de manière frappante en fonction de la position sur le globe, donc de la géographie, la position géographique des peuples. Les nations géographiquement voisines ont des QI proches en général. Le climat affecte sans doute le QI par des biais, si vous voulez, de pression évolutive et ainsi de suite. Ce livre est honnête parce qu'il se base sur des statistiques, si vous voulez, telles que la ressource culturelle, le climat, système politique, histoire coloniale. Il prend tout ça en compte. Et d'ailleurs, les QI ont aussi progressé, hein, parce qu'on a pris en compte ça. Donc les QI sont normalement aujourd'hui faits de manière totalement neutre, que vous soyez un Africain ou un Islandais.
Alors bon, ça engendre par exemple la géographie des coûts de transport, parce que si vous êtes près de la mer, ben, c'est plus facile pour vous de faire du transport maritime et du commerce. Les pays enclavés sont difficilement développables, mais il y a des cas particuliers, j'en reviendrai après, où le climat tropical également, confronté à des défis plus importants comme la mousson, etc., ou les typhons. Donc la géographie impacte tout ça, et après la richesse, les côtes, l'eau, bien évidemment. Donc c'est là où on se rend compte que la France est un pays extrêmement riche, hein. Il faut en avoir conscience, hein. Voilà. Donc par contre, le cas des pays enclavés, et en fait, nos voisins sont très importants, hein. Si vous avez un voisin riche, eh ben, vous-même, vous serez porté par cette richesse. Et là, c'est le cas de la Suisse. La Suisse, c'est un pays totalement enclavé. Et pourtant, c'est un des pays aux plus riches au monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle s'est spécialisée, elle a dû se spécialiser dans une industrie particulière, etc. La Suisse, elle n'a pas beaucoup de ressources en tant que telle, hein, donc elle a dû se spécialiser, elle a dû faire appel à son intelligence, développer son intelligence. Et juste à côté de la Suisse, vous avez pire, vous avez le Liechtenstein. Le Liechtenstein, c'est un micro-pays, il n'y a rien, rien. Et ils ont réussi à se développer. Et c'est devenu aujourd'hui un des pays les plus riches au monde. Alors bien sûr, ils ont des systèmes bancaires, etc., mais pas que. Toute l'industrie de prothèses dentaires, des machines-outils pour les dents, vient de Liechtenstein. Vous voyez? Alors bien sûr, c'est facile de développer un petit pays, et un grand pays, c'est plus complexe, mais bon, voilà. Voilà des exemples concrets de volonté, de puissance de développement. Alors maintenant, intelligence, QI et génétique, oui, c'est un sujet politiquement incorrect, mais une fois plus, pas de hiérarchie, pas de racisme, pas de méchanceté, de la science, des faits, des constats. Alors, QI et répartition géographique, le QI aurait des traits tout de même génétiques, ou tout le moins, alors on peut, pour être plus gentil, parler d'autisme par exemple, qui sont bien des traits du cerveau, ils sont héréditaires, hein. Et là vous avez les travaux du professeur Christopher Badcock, et souvent ces traits sont transcrits par la mère. Donc là, je vous mets la carte du QI ici. Vous verrez, c'est flagrant, hein, voilà, c'est un fait, un constat. Alors d'autres études ont affirmé qu'il existe des différences entre la taille des formes de cerveau selon l'origine ethnique, donc l'origine géographique. Et la taille du cerveau, elle a un impact sur le QI, on le sait aujourd'hui, hein, la matière grise et ainsi de suite. Donc la taille et la forme du cerveau sont influencées par de nombreux facteurs, tels que la génétique, bien évidemment, mais aussi l'environnement, la nutrition, la santé. La nutrition est importante, on y reviendra après. Bon, donc la taille du cerveau, etc., la quantité de sang, l'activité chimique, l'épaisseur du cortex, bien évidemment, si vous avez un super cerveau et que vous n'avez pas d'éducation, c'est mes 3 E de l'espace épais, vous n'allez pas progresser. Donc bien sûr, l'éducation est primordiale, la culture, l'éducation, l'exercice physique, la nutrition, également très important. Vous savez que l'obésité en Occident est une maladie grave, hein, très très grave. Alors là, je vais aller sur du politiquement encore plus incorrect avec les travaux du docteur Bruce Lane, qui est un généticien et qui a quasiment dû arrêter ses travaux, hein, à cause du wokisme, hein. Et en fait, il a identifié 2 gènes avec ses équipes, la SPM et la microcéphaline, qui sont sans doute à l'origine de notre intelligence et qui se sont développés au néolithique, a priori, si je ne dis pas de bêtises, très rapidement ensuite, et qui continuent à se développer aujourd'hui. Nos cerveaux continuent à se développer, mais pas à la même vitesse partout dans la surface de la Terre, donc géographiquement. Bon voilà, alors ces travaux ont fait, ça a été vraiment suscité de la controverse, etc. Mais bon, tout de même, alors vous voyez, là on parle de répartition géographique qui, alors une fois de plus, hein, le QI, c'est pas synonyme de bonheur, de gentillesse, etc. Hein. Mais c'est synonyme de pouvoir se développer techniquement, et on voit la répartition, hein, hélas. Enfin, hélas, c'est un fait, hein, voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas une fatalité en soi, hein, bien évidemment. Il y a des exceptions. Et puis de toute façon, on parle de statistiques ici, hein, pas de cas particuliers. Il y a des idiots en Europe, ne vous inquiétez pas. Ne serait-ce que entre l'Écosse et l'Angleterre, et je suis écossais, hein, donc je vais pouvoir me critiquer l'Écosse, hein. Il y avait le mur d'Adrien qui a défendu la culture, la civilisation romaine face aux barbares écossais, mais je peux vous dire que l'Écosse, quand vous allez en Écosse, vous avez quand même un choc culturel, hein. Il y a une obésité énorme, le niveau de QI, il est souvent un peu bas de plafond, enfin je veux dire, il y a une pauvreté quoi, hein, intellectuelle et physique, même si ça a évolué bien évidemment, et je peux me permettre de le dire, je suis écossais par mon père.
Voilà. Alors, la preuve, si vous voulez, de l'importance génétique du QI, on va conclure là-dessus, c'est qu'en fait, aux États-Unis, vous avez le droit de faire des statistiques ethniques, ce qui est interdit en Europe, hein, enfin, ou mal vu, on va dire. Alors, il y a eu des tests sur le QI par race aux États-Unis, par ethnie, si vous préférez. Alors, les plus hauts QI, non, c'est pas les blancs. Hein. Non, ce sont les Asiatiques du Nord. Hein. Donc 108 d'origine asiatique, les blancs non hispaniques 103, donc les caucasiens, les latinos, donc c'est-à-dire les gens d'origine sud-américaine, 94, et les afro-américains, c'est-à-dire les noirs américains, 91. Une fois de plus, ce sont des statistiques, il y a des cas particuliers, etc. Il ne faut pas faire de généralité, mais bon voilà, ça c'est des constats, des faits de la science. Donc il y a quand même une différence même aux États-Unis. Ensuite, il faut prendre en compte deux autres facteurs, qui est sans doute la nutrition, je le redis, hein, et la pauvreté, bien évidemment, parce que des gens qui se nourrissent mieux auront forcément un meilleur physique. Hein. Alors, mais également la testostérone, le niveau de testostérone aux États-Unis, encore une fois plus on le sait, plus les individus sont violents, plus ils ont un taux, hommes et femmes, hein, un taux de testostérone élevé. Et moi, je rajouterai également les bactéries, c'est-à-dire notre flore intestinale, j'en parlerai après. Alors maintenant, je fais ma transition politique. Donc vous avez vu qu'il y a un impact géographique certain sur la géopolitique, la politique, mais alors pourquoi est-ce que l'Occident, et là donc nous, les Occidentaux, donc les Blancs, Européens, Europe et États-Unis comprises, Australie également, parce que l'Occident, je rappelle, c'est pas un continent, mais c'est quelque chose qui est culturel et ethnique à la fois, est en perte de vitesse. Le QI a baissé de manière drastique du coup en Europe. Nous occidentaux, nous dirigeons toujours le monde, mais ça va vite changer avec les BRICS et la Chine. Et le niveau, donc, il y a une étude qui a établi, l'étude de Bratsberg et Rogerberg en Norvège, le niveau de QI a baissé dans de nombreux pays, développé depuis le milieu des années 70. Et en Norvège, les hommes ont perdu 5 points depuis 1975 à 1980. 5 points de QI, hein, c'est énorme. Et c'est à peu près la même chose en France. Hein. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus bête. C'est l'idiocratie en marche, si vous préférez. Et alors pourquoi que c'est pas qu'un facteur géographique, puisque la géographie ne change pas à l'échelle humaine. Donc il y a forcément autre chose. Donc la qualité de l'éducation, certainement, oui. Et la migration, oui. Un changement génétique, oui, bah oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. N'ayons pas peur de le dire. Et ensuite, sans doute le stress, le niveau de stress qui a un impact direct. Donc là, je vous mettrai un lien aussi, la vidéo, là, une des dernières vidéos avec sur TV Liberté avec Pierre-Yves Rougeron et Laurent Ouzon, très intéressant, où il parle du stress, mais il n'aborde pas le côté dont je vais parler maintenant, enfin un peu plus tard, qui est le côté alimentaire et de notre flore intestinale. Alors donc, pour terminer sur les QI, en Europe, les plus hauts niveaux de QI, c'est l'Allemagne, Pays-Bas, Allemagne, à peu près pareil, suivi de près de la Pologne, et ensuite Suède, Italie. Oui, les Italiens ont un QI plus élevé que les Français, il faut le dire. Autriche, Suisse, et ensuite Royaume-Uni, France. Ouais, les Anglais et les Français, on est à peu près pareil, à 100. Les Allemands, c'est 105. Hein. Ils sont quand même plus intelligents. 5 points, hein, c'est pas rien. Hein. Je parle en moyenne, une fois de plus. Hein. Ensuite, ça va vite se dégrader. Albanie, Kosovo, et pour terminer avec la Bosnie-Herzégovine, 78. Voilà, ouais, alors là, je sais pas, il doit y avoir quelque chose aussi, un trait génétique, culturel, sans doute les deux. Et je terminerai la déchéance occidentale. Les hommes des bateaux qui se battent là comme des furieux, je parle surtout des Américains et des Anglais, pour essayer de garder leur domination mondiale, mais ils vont la perdre. Hein. Et je vous donne un exemple, j'ai comparé avec mon nouveau ami, j'ai un nouvel ami qui est très intéressant, qui s'appelle Monsieur Bing. Vous savez, Bing a racheté une partie de ChatGPT, ils ont intégré le moteur de recherche.
dans Bing, et je dois dire qu'il est beaucoup moins wokiste. J'avais fait une vidéo sur ChatGPT. Bing est beaucoup moins wokiste parce que vous pouvez aborder des sujets politiquement délicats comme les QI, etc., les ethnies, QI et ethnie. Bon, il vous prévient gentiment que nanana, mais il fait quand même le travail. Donc ça, c'est intéressant. Et ça fait gagner beaucoup de temps dans les recherches parce que, en fait, si vous voulez, je fais une parenthèse dans la parenthèse, c'est pas une intelligence, hein, l'intelligence artificielle, c'est un moteur qui comprend notre langage, donc c'est ça qui est bien. Donc on peut parler comme un humain et il va faire le boulot, c'est-à-dire qu'il va aller chercher sur Bing, parce que je lui ai demandé, hein, il va pas chercher sur Google, hein. Il ne cherche que sur son moteur Bing, bon, on peut le comprendre, mais Bing après Wikipédia, Internet, toutes les études qu'il peut trouver, et il vous fait le résumé. Les points clés, les trucs, etc. Donc c'est quand même très intéressant pour tout chercheur. Donc je lui ai demandé, fais-moi un comparatif entre le nombre d'ingénieurs en 2016, parce qu'il avait que les données en 2016, entre la Russie et les États-Unis. Et alors c'est sidérant, parce qu'en fait la Russie a à peu près 450 000 diplômés en 2016, contre 230 000 aux États-Unis. C'est-à-dire que les Russes ont 2 fois plus d'ingénieurs sortis des écoles que les États-Unis. Et dans les États-Unis, n'oubliez pas que au moins la moitié de ce chiffre, c'est des apports extérieurs, c'est-à-dire des Indiens, des Chinois, etc. Parce que les Américains importent du cerveau, parce qu'ils n'arrivent plus à en créer, l'Occident n'arrive plus à créer de cerveau. Bon, ils pillent aussi la France, hein, au passage. Donc vous voyez, ça c'est sidérant. Et pourtant, les Russes sont décrits en ce moment par les peuples de bateaux comme ce peuple des arbres débiles, arriérés, mentalement arriérés. Ouais, c'est l'Asie, hein, c'est le péril jaune. Bon, et bien évidemment, pour terminer là-dessus, sur la déchéance du monde occidental, et c'est pour ça qu'il est dangereux, c'est pour ça que les États-Unis sont très dangereux en ce moment, sont capables de faire beaucoup de bêtises pour ne pas perdre la face. Hein. L'Inde et la Chine comptent le plus grand nombre au monde de diplômés STEM, je ne sais pas comment on dit, qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, avec respectivement 2,6 millions et 4,7 millions, donc la Chine quasiment le double de l'Inde. Et ils éclatent tous les autres pays. Je veux dire, les États-Unis sont derrière, très 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 loin. Donc en fait, les pays qui vont avoir de la technologie demain, c'est les pays des BRICS. Chine, Inde, Russie. Nous, on est largués. Nous, on est largués. Hein. C'est la fin d'un cycle, comme le dit Julius, et voilà. Alors, une des raisons à cela, pourquoi? C'est pas la géographie, parce que la géographie européenne n'a pas changé. Alors la génétique a changé, mais et la culture aussi, hein, le wokisme, etc. Mais moi, j'aimerais aborder un sujet qui est jamais abordé, ou très 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 peu, c'est notre écologie microbienne, c'est-à-dire en fait nos bactéries. Alors moi, je suis tombé sur l'étude il y a très longtemps de Stephen Collins, hein, professeur Stephen Collins de l'université de McMaster au Canada, qui est un des spécialistes de notre flore intestinale, on peut dire, et qui a fait des études sur le microbiome des souris. En fait, quand vous retirez, il a retiré toute la flore intestinale des souris, et elles ont perdu toute notion de peur. C'est-à-dire, en fait, ce sont nos bactéries qui communiquent avec notre cerveau. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Vous savez, on a des neurones dans l'estomac, à peu près 200 millions, comme le cerveau d'un chien. Et nos bactéries communiquent avec, et ça communique avec le cerveau. Le cerveau du haut, le cerveau du bas. Et les bactéries ont un rôle capital dans notre santé mentale et physique. Capital. Donc si vous retirez les bactéries d'une souris, elle n'a plus peur. Elle devient suicidaire, quasiment. Et ensuite, il a pris des souris anxieuses, c'est-à-dire dépressives, anxieuses, exactement ce que nous sommes, nous, occidentaux, en ce moment. Hein. Nous sommes anxieux, dépressifs, etc. Et il a pris les bactéries d'une souris téméraire, qui n'a pas peur, combative, etc. Et il l'a changé. Il a pris la flore de la bactérie téméraire et il l'a mis, alors en détruisant toute la flore existante, hein, par antibiotiques, hein, bien évidemment, et il l'a mis dans la souris qui était avant anxieuse, peureuse, etc. Et elle a changé de comportement. Elle est devenue téméraire. Vous voyez l'impact de notre flore intestinale. Et moi, je pense qu'on nous empoisonne depuis des décennies en Occident. La nourriture que nous mangeons, sans parler de la contamination aux pesticides, nous tue à petit feu. En fait, nous sommes empoisonnés. La qualité du spermatozoïde a complètement chuté. Le niveau de QI a complètement chuté. Je parle des années 70, hein, je parle pas du Moyen-Âge. Je parle des années 70. Hein. Donc, ça a un impact direct sur notre santé, ce que nous mangeons.
Et vous savez, aujourd'hui, il y a une science qui consiste à analyser notre flore intestinale et à faire des greffes de flore de personnes saines à des personnes malades. Et ça les soigne, ça les aide. Bon, voilà, donc j'arrive sur ma conclusion. Donc maintenant, dans cette conclusion, je vais vous donner 2-3 exemples de géographie et d'impact de la géographie sur le monde. Je vais vous parler du Timor oriental et du Timor occidental. Le Timor, c'est une île entre la Papouasie, on va dire, et l'Indonésie. Et cette île, elle est divisée en deux. Il y a la partie occidentale appartient à l'Indonésie et la partie orientale, et c'est le Timor oriental qui est indépendant. Et entre ces deux parties, c'est la même île. Alors, il y a quand même une géographie différente. Il faut être honnête. Hein. La partie indonésienne est plus plate, donc il y a un peu plus d'agriculture. Et la partie indépendante du Timor est très montagneuse. D'accord ? Mais bon, globalement, sinon c'est le même climat. Hein. Et pourtant, le Timor occidental est bien plus riche que le Timor oriental. Mais quand je dis ça, c'est quand même des chiffres assez importants. Le taux de pauvreté est de 42% dans le Timor oriental, 30% dans le Timor. C'est la même population. Alors oui, il y a quelques Indonésiens qui sont arrivés, c'est-à-dire des Asiatiques blancs, et les Papous sont toujours les mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que c'est pas les Chinois indonésiens qui font tout le change. Il y a autre chose. Sans doute le climat, sans doute la géographie qui change un peu, mais bon, voilà. Et par contre, le taux de chômage est de 20% dans le Timor oriental et de 3% dans le Timor occidental. Alors ouais, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Bon, vous avez un impact géographique parce que c'est un peu différent, mais bon voilà. Donc il y a forcément un impact de QI, culturel et génétique aussi. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous donner deux autres exemples. Enfin, je vous donnerai un dernier après, mais ça, on va comparer la Nouvelle-Zélande, qui est une île, avec la Nouvelle-Guinée, qui est une île. Alors, elles sont un peu opposées. La Nouvelle-Zélande, elle est dans un climat tempéré, et la Nouvelle-Guinée, elle est dans un climat, on va dire, totalement tropical. Les îles sont pas tout à fait la même taille, bon, voilà. Et alors, maintenant, je vous donne les différences. Hein. En RNB, c'est-à-dire en revenu national brut divisé par le nombre d'habitants, à mon avis, c'est le meilleur curseur de richesse. La Nouvelle-Guinée, c'est 2790 $ en 2021. La Nouvelle-Zélande, c'est par habitant, hein, je parle. Hein, c'est 45 000 $. Ouais. Pourtant, ces deux îles, à peu près à la même longitude, et juste une différence de latitude, c'est-à-dire que l'une est dans le tropical et l'autre est tempérée. Et donc ça rejoint, en fait, pour conclure un petit peu, ce qu'avait trouvé Jared Diamond. Donc la géographie et le climat ont un impact direct, mais ensuite il y a quand même autre chose, c'est que la Nouvelle-Zélande est peuplée d'Européens.